avec Fred Delavier. Salut, c'est Jean-Marie Corda. Aujourd'hui, une petite vidéo pour une analyse scientifique de la calorie sexuelle. Et on va commencer les choses très simplement. On va expliquer comment on s'est découvert l'un et l'autre. Fred, comment est-ce que tu m'as découvert ? Moi, c'était parce que je suivais de temps en temps les actualités en général sur ER Vidéo. Donc, moi, je regardais essentiellement les actualités, ça m'évitait d'aller faire le tri partout. Et puis, comme ça, je t'ai rencontré. Puis, j'ai dit, tiens, il est en Russie. Tiens, il a une copine. Alors, je sais pas si c'était une copine russe ou ukrainienne. J'avais pas vu à l'époque, c'était ta copine. Russe. Et j'ai dit, c'est marrant, ça me rappelle ma jeunesse quand je partais à l'aventure en Europe centrale, il y a longtemps, plus de 20 ans, il y a 23 ans. Et je partais en Europe centrale, je faisais en bus, Euroline, et après en bus à Dzigan ou à Paysan, j'allais jusqu'en Transylvanie, où il n'y avait pratiquement pas de voiture. Donc c'était l'aventure, puis j'étais passé en Ukraine, je crois. Puis je regardais parce que ça me rappelait ma jeunesse. Je dis, il est avec sa petite Russe qu'il doit aimer, il découvre un nouveau pays. Ça me rappelait un peu moi les émotions que j'avais dans un nouvel univers, tout nouveau, tout neuf, avec un côté un peu... on va dire vieille France, puisque ça rappelait la France de ma jeunesse, rurale, tu vois, quand j'étais scout. Donc, même la Hongrie, c'est pareil, avec des gens qui t'accueillaient quand tu passais dans les villages. Les gens étaient gentils parce que ils s'étaient pas ouverts depuis longtemps à l'Ouest. Et il y avait encore cette mentalité de paysans qui vivent dans leur coin et qui sont pas ouverts au monde et qui ne voient de l'Occident que ce qu'ils ont un peu eu avec la télévision, tu vois. C'est un peu un rêve, vous êtes d'où ? Vous venez de France ? Ça va être sympa. Et les gens c'est toujours comme ça. Ouais. C'est toujours comme ça. Et je le vis encore. Toi, ça te rappelle tes souvenirs parce qu'on n'est pas de la même génération, mais moi, cette douce France, je ne l'ai pas connue. Donc, j'ai la sensation de la découvrir aujourd'hui de manière anachronique. Et c'est passionnant. Je vais juste dire comment moi je t'ai découvert. Ça s'est fait sur les vidéos de Jean Honche le musclé. Tu vois qui c'est, j'imagine. C'est un copain, il est très sympa. Et en gros, pour ceux qui connaissent pas Jean Honche, c'est un mec qui est dans le feed game sur YouTube et qui taille tout le monde. Tu vois, c'est un clasher un peu à la Valek. Il insulte tout le monde, il explose tout le monde. Et un jour, il parle de toi, il parle de Fred Delavier. Et pour la première fois de sa vie, de toutes ses vidéos, il parle avec respect. Il dit « Ah ouais, Fred, le boss ». Et il monte tes bouquins en disant « C'est la référence ». Et je dis « Putain, c'est quoi ces conneries ?» Ça faisait je sais pas combien de vidéos que je matais où il éclatait tout le monde. Et là, il témoigne du respect pour un gars. Et j'avais entendu ton nom, pareil, sur les sites que tu as précités. Et là, j'ai été curieux, tu vois, j'ai commencé à chercher un peu, je suis allé voir tes vidéos. Et donc, c'est parti de Jean Honche, quoi. Donc, merci à Jean Honche, que j'adore, il est super marrant. Il y a plein de fois où tu commences tes vidéos en te présentant comme un entrepreneur, comme un homme d'expérience ou comme un grand philosophe. Et ce que je trouve assez génial, ça me fait rire. C'est pour les emmerder. Je fais exprès parce qu'on est dans la culture, en français, je dis qu'on est dans la culture de la modestie. Mais c'est une culture de modestie qui a été instaurée par un système de caste. C'est-à-dire qu'en rendant les gens modestes, ne dis pas ça, la modestie, c'est les autres qui vont te reconnaître, tu ne seras jamais reconnu. La médiocratie. Puisque le système est fait justement pour que la personne bonne n'ose pas s'affirmer comme quelqu'un de bon, même si au fond de lui il le sait, et à ce moment-là, n'osant pas s'affirmer, personne ne va le savoir, personne va rechercher ses compétences. Donc ça pose un énorme problème. Donc c'est la culture de la modestie, qui est une culture française, qui est faite en vérité pour empêcher que les gens doués montent socialement et remplacent ceux qui sont au-dessus, donc les castes dirigeantes. Ouais, c'est du cloisonnement intellectuel en fait, c'est un blocage mental à l'effet de masse, et ça va avec la médiocratie et le tabou de l'argent et du succès. Voilà, au tabou de l'argent. Ouais, les gens se la ferment. Ceux qui t'apprennent en France à ne pas aimer l'argent, c'est en général ceux qui en ont. Donc c'est les émissions, dit l'argent c'est pas fondamental, tu seras bien dans ta campagne avec juste un puits, ton eau et le retour à la nature, manger bio, on a besoin de rien, regarde, on est heureux que comme ça. Mais ceux qui produisent ça sont pleins aux as et produisent grâce justement au fait que les autres ne montent pas. Donc ils restent dans leur puissance, ils restent là avec leurs acquis, leur accumulation énergétique, et ils prônent justement le mépris de l'argent et la modestie qui en vérité va à l'encontre, si tu veux, de la... c'est une hypocrisie totale. C'est une hypocrisie de ce que doit être un homme. Quand je dis toujours que moi je suis un grand philosophe, et mais qu'est-ce que t'es ? Tu es prétentieux ? Je dis non, parce que je m'affirme comme grand philosophe, tu comprends ? Je le sais au fond de moi, j'ai pas besoin de quoi ? J'ai pas besoin d'avoir les gens
qui viennent me le dire, ah, vous êtes un grand philosophe. Tu sais, les gens, ils votent Macron en ne connaissant pas. Tu vois, ah, Macron, il est jeune et dynamique. Non, non, tu t'affirmes. À tous les gens que ça choque, j'ai envie de dire, on n'a pas le choix. C'est tellement la merde, c'est tellement le dégât de la médiocratie qu'on n'a pas le choix de se placer en provocateur pour réveiller les gens, leur sortir un peu la tête du cul par la provocation, certes, mais derrière, ça permet de développer le discours que tu tiens en ce moment, de dire, élevez-vous les gars, Ah oui. oubliez cette cloison mentale, sortez-vous de là, élevez-vous, parce que ton intention de fond, elle est bienveillante. Ah oui. Tu veux élever les autres. Quand tu arrives avec ta provoque, ben derrière, tu as quand même une vidéo avec du contenu où tu déballes ton analyse qui est intéressante, qui fait gagner du temps à ceux qui t'écoutent. Et la provoque n'est pas vaine, c'est pas une provoque obscure juste pour écraser les autres, Non. attirer l'attention, quoi. Il y a quand même un truc généreux dedans. Ah non, je suis pas dans l'ego. Mon but, c'est pas d'avoir mon fan club qui vient me lécher les bottes. C'est parfaitement désagréable et c'est un côté un peu malsain. Je veux dire, j'ai pas besoin de ça. Si tu veux, je me suffis en tant que monsieur. Et je vais nous switcher sur un parallèle entre nos deux sujets. J'ai regardé ta dernière vidéo dans laquelle tu parles d'homéostasie. Ça se dit comme ça, homéostasie ? Oui, homéostasie, ouais. Donc, pour faire simple, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas, l'homéostasie, c'est quand, dans une situation de groupe, il y a des tensions à cause d'un nombre de richesses accumulées dans un petit endroit, et cette tension a tendance à s'éparpiller. Ou dans l'univers, de manière générale, quand tu as une tension, une grande chaleur, eh ben, ça a vocation à s'éparpiller à un moment. Voilà. Et moi, c'est un truc naturel, quoi. C'est très dur de lutter contre ça, où il faut dépenser beaucoup d'énergie pour concentrer l'énergie au même endroit. Ça va toujours s'éparpiller. Et mon travail de coaching se fait sur une méthode qui s'appelle le sextaoïsme. Je ne sais pas si tu connais. Non. Mais en gros, le sextaoïsme ne parle que de ça. C'est-à-dire, on parle de tensions sexuelles, et les tensions sexuelles, ça va être quoi ? Ça va être un excès de sensations à un endroit précis, dans la zone génitale. Tu vois, tu vas sentir beaucoup de désir ou de plaisir dans une zone précise, la zone génitale, dans le bas-ventre, ou au niveau des parties. Et cette tension, si elle n'est pas gérée, elle va se transformer en douleur. Ou alors, il va falloir l'évacuer en procréant avec une femme ou en baisant une nana, et on va se soulager de cette tension en la crachant par l'éjaculation, et on va perdre une grosse quantité de ressources énergétiques. Et le sextao, en fait, ça consiste à prendre cette tension de la zone génitale, à l'inspirer, la faire remonter dans les parties supérieures du corps, puis la faire redescendre par l'avant du corps jusque dans les organes internes, vers l'estomac. Cette tension va ensuite être digérée, et ensuite, par visualisation, et par, on peut s'aider des mains et tout ça, diffuser la sensation ou les tensions dans l'ensemble du corps. C'est en fait, on va participer à l'homéostasie du corps par la méditation, par la respiration et par des caresses, les siennes, celles de la partenaire. Et je trouvais ça intéressant, tu vois, dans ta dernière vidéo, de voir quelque chose qui me semblait totalement en rapport avec mon boulot. Et est-ce que ça te parle ? Est-ce que ça te parle le fait de déplacer ces sensations dans le corps, ou alors de travailler sur son système nerveux par visualisation interne ? Bah oui, toujours. Bah, de toute façon, l'homme, il est fait comme ça. Tu visualises le petit bébé, il regarde les gens marcher, et en regardant les gens marcher, il réintègre, par les neurones miroirs, il crée des connexions synaptiques de marche, tu vois, correspondant à son système locomoteur, à ce qui dirige son système locomoteur, et après il marche, tu vois. Donc tu peux à ce moment-là gérer la douleur, mais c'est quand même très dur, tu vois. Moi des fois j'ai mal à un genou, ça s'arrange. Ben, j'ai été obligé de penser à mon poing pour marcher tranquillement, tu vois, à peu près. Tu vois, parce que souvent c'est moins une dégradation des tissus qu'une zone, non mais mais je vois bien. qu'une zone nerveuse, qu'une zone qui a des douleurs résiduelles dues justement à une fatigue des nerfs, des gaines de myéline, et qui ont été irritées, tu vois, et donc il y a des douleurs résiduelles qui ne correspondent plus forcément à des inflammations locales, tu vois, qui ont disparu. C'est fréquent, tu vois. Des fois là. Tout à fait. Et c'est moi qui t'ai envoyé un texto hier en te disant, je suis allé à la muscu, ça m'a fait oublier mon mal de dents. Oui, ouais, typique. Ouais. Typique de ce que tu veux dire, c'est pareil. Ouais, il y a aussi que tu secrètes pas mal d'endorphines, et les endorphines, c'est des bons calmants. Je veux dire, quand tu fais un bon sport ou quand tu vis un stress, t'as plus mal, quoi. Tu vois, t'as beaucoup moins mal. Tu secrètes plein d'endorphines et t'es content, quoi.
après. Carrément. Et l'idée, c'est qu'une fois qu'on peut maîtriser ça, c'est-à-dire le déplacement des sensations, on peut se libérer de certaines douleurs, mais on peut se libérer du stress. Des fois, tu vois, l'excès de sensations va être dans la poitrine. Genre, t'apprends une mauvaise nouvelle, c'est la merde, t'es tendu, tu vois, le nœud dans la poitrine, tout le monde sait ce que c'est, Ouais. tout le monde l'a eu. Et en fait, on peut s'en libérer. Tu viens de donner une méthode de libération. Tu viens de dire que en sécrétant des endomorphines, en allant faire une bonne séance de sport, eh ben, on se libérait de ça juste... Toi, tu dis par la chimie, par ce que sécrètent les glandes. Moi, je dis par le mouvement également. Parce que quand tu te bouges, en fait, c'est comme si tu te faisais un massage interne en termes de sensations et que toutes les sensations dans ton corps, tu les bougeais. Le fait de commencer sexuellement est très facile parce qu'on ressent vachement sa zone génitale. Et je trouve ça plus difficile de faire ça par la gym et le sport. Alors que pourtant, tu vois, quand tu pousses ta barre et que tu travailles ton impulsion nerveuse, t'isoles. T'es quand même dans une visualisation très précise. Mais les parties supérieures du corps, pectorales et des bras, même si on est sensible, on n'est pas aussi sensible que dans la zone génitale. Je pense qu'il n'y a que les doigts, tu sais, la pulpe des doigts vraiment, qui a à ce point des centres nerveux au niveau des récepteurs. Les zones les plus sensibles, pour les avoir testées, après, sous Sous neurotoxique. torture. Oui, sous neurotoxique, j'avais été piqué par un serpent de mer donc c'était un espèce de neurotoxique. Alors, et la toxine se mettait sur tout le système nerveux sensoriel. Et là, tu t'aperçois que le système nerveux sensoriel, ce qui avait été touché, c'était la langue. Attends, qu'on comprenne bien. En gros, c'est un serpent qui te pique, et l'effet de son venin, c'est que toutes tes zones sensibles deviennent douloureuses. Voilà. Oh putain, donc ça accroît la sensibilité de l'ensemble de ton corps jusqu'à la douleur. Ah bah oui, jusqu'à sa boule, t'as la peau qui est comme si t'étais au chalumeau. Mais t'as des zones beaucoup plus sensibles. T'as le cuir chevelu aussi, j'avais oublié, le cuir chevelu est très très sensible. Donc vas-y, répète, t'as le cuir chevelu, la langue, les lèvres, les doigts. Le cuir chevelu, le nez, la langue, les doigts, très sensible, c'est tactile, les doigts, les pieds, et alors très sensible, le sexe et l'anus. Ouais, forcément. Le nez, on n'y pense pas, hein. Mais c'est vrai que c'est un mec nous torturer le bout du nez, ça a gratté la peau sur le bout du nez ou je sais pas quoi, c'est ultra sensible, hein, ça fait mal. Ouais, il doit y avoir des trucs sensoriels de chaleur, un truc comme ça, tu vois. Un truc tout con, tu sais, quand ça arrache un poil de nez ou quand on a de l'acné sur le nez. Quand on a de l'acné sur le nez, c'est infiniment plus douloureux que l'acné sur la joue. Ouais. Bon, après, le fait d'avoir beaucoup de tension dans le bas du ventre, dans le sexuel, c'est plutôt un truc de jeune, parce que les vieux, ça sera quand même moins marqué. À partir d'un certain âge, ces tensions, tu les as moins. Tu continues à avoir des désirs, mais... Mais en fait, le truc, c'est ça. C'est que quand t'es jeune, t'as beaucoup trop de tension accumulée parce que t'es en surproduction de tension et vu que t'as aucune valeur sur le marché du sexe, tu trouves pas des femelles consentantes pour bien vouloir te décharger. Et t'es en surproduction de testostérone. Et ouais, donc c'est la merde. Et alors, donc à ce moment-là, il faut apprendre à transformer cette énergie pour devenir productif. Et quand t'es vieux, tu en produis moins, évidemment. Et là, c'est tout l'inverse. Il faut apprendre à manager, à gérer ses ressources énergétiques pour pas les perdre comme un con devant du porno tous les jours, à éjaculer à une fréquence complètement débile et s'envoyer dans le cimetière, quoi. Mais le travail est le même, c'est-à-dire que c'est les mêmes exercices en fait qui font qu'au début on va se soulager ou après on va s'auto-gérer et préserver ses ressources énergétiques. Après, tout dépend de la vigueur des individus. Hein. Tu sais, il y a des individus qui ont, on va dire, des tensions sexuelles beaucoup plus importantes que d'autres. Hein. Là, ils sont un peu ramollos. Tu vois, Ah oui, carrément. c'est pour ça que l'arrivée du porno pour des gens qui ont du mal à se contrôler, qui ont beaucoup de tensions sexuelles, alors ils peuvent transformer ça en acte créatif, tu vois, parce ils vont être agressifs autrement, tu vois. Ouais, mais pas en matant du porno, quoi. En matant du porno, c'est pas ce qu'il y a de pire. Ce qu'il y a de pire dans le matin du porno, c'est que le mec qui mate du porno, il va pas avoir une vie à l'extérieur, tu vois. Ben, c'est surtout qu'il va pas avoir l'opportunité de transformer sa puissance sexuelle. Tout ce qu'il va faire, c'est la cracher par terre sous son bureau ou à côté de l'ordi, quoi. Après, il y a des mecs, ils ont tellement d'énergie en eux que ils ont intérêt à se calmer aussi, tu vois. Autrement, ils sauteraient sur tout ce qui bouge. Voilà, tout est une question de dosage, si tu veux. C'est la fréquence. C'est la fréquence. Je veux dire, bon, pour un mec, se branler une fois par jour, c'est énorme. Puis il y en a, c'est 3 fois. Hein. Je veux dire, on va dire ce qu'il y a. Les mecs, en général, ils n'arrêtent pas de se branler puisqu'ils sont programmés pour être attirés par toutes les femelles qui passent. Tu vois. Donc, alors quand ils sont vieux, ils se branlent un peu moins ou bien ils ont moins de vigueur, mais beaucoup continuent, si tu veux. Tu vois. On va dire ce qu'il y a. Hein.
je peux te faire un feedback réaliste. Hein. Je vois plein de gars en consultation sur le sujet et j'ai des milliers de gars qui ont acheté mes vidéos, donc j'ai reçu des milliers de mails. Tous les gars se branlent tous les jours et oui. il y en a beaucoup, c'est plusieurs fois par jour. Bah ouais. Mais c'est beaucoup trop. En fait, un mec de 30 ans devrait se éjaculer une fois par semaine environ pour être au mieux. C'est-à-dire, au moment de l'éjaculation, on peut quand même se libérer de certaines tensions, genre stress. Tu vois, des trucs, faut aller chier ça, tu vois, faut s'en débarrasser. Mais quand t'es plus d'une fois par semaine, ben, tu perds la patate, quoi. C'est comme aller donner ton sang, c'est pas un truc qu'il faut faire tous les jours. Et ce que je dis, c'est que ça dépend de la vigueur des individus. Il y en a qui pourront pas. Il y en a qui sont extrêmement énergétiques. On n'est pas tous égaux. Il y a des mecs, c'est des bombes atomiques, si tu veux. C'est de la puissance énergie. Ils ont un système nerveux qui fonctionne à fond. Ils ont toujours des tensions qu'ils sont obligés de contrôler, tu vois. Et ce qui est terrible, c'est que dans les outils actuels, c'est-à-dire que ça soit la télé, les parents ou l'école, t'as rien, t'as vraiment que dalle pour leur dire « Hé les gars, vous avez les couilles comme des pastèques, vous pouvez transformer ça en or. Vous pouvez prendre cette énergie en main, la contrôler, la transformer, être productif, être concentré, être puissant. » Là, j'avais un mec qui me menaçait de mort. Il commence à me dire « Ouais, j'ai pété la gueule, on va se donner rendez-vous, tout ça. Moi, j'ai peur de rien, tout ça. » J'ai dit « Écoute, t'es gentil, t'as beaucoup d'énergie en toi. Tu veux me péter la gueule, ça mène à rien, parce que si je vais te voir et si je meurs, j'ai un petit garçon, et en plus j'ai une grande œuvre à réaliser, donc ça sera pas cool pour moi. Et en plus, si je te tue et je te décapite, je vais pas me gêner si un mec veut me tuer, je vais avoir de graves problèmes avec la police et je vais finir en prison. Donc je dis, dans tous les cas, tu comprends, c'est négatif pour moi. Donc cette histoire est stérile. Mais tu as beaucoup d'énergie. Je vois en toi un homme qui a beaucoup d'énergie, qui hurle, qui est là. Pourquoi tu mets pas ton énergie dans la construction, dans la création, au lieu dans la destruction? Parce que c'est un avantage de vouloir tuer tout le monde, de vouloir se battre. C'est-à-dire que t'es pas encore un ramollo totalement fini. Tu vois? C'est-à-dire que t'es à la phase avant. Tu vois? Donc t'es pas encore un zombie. Donc cette énergie, tu peux l'utiliser aussi dingue que tu es pour la construction et pour générer des choses. Ma sensation, c'est que soit on est dans la catégorie zombie, et là on s'en bat les couilles, on capte rien. Ah bah là c'est fini. Soit on est dans la catégorie commentateur, sans doute, comme la personne qui te menace de mort est un commentateur. C'est une personne en fait qui n'a pas d'influence sur la réalité extérieure et qui en tire une frustration extrême parce qu'elle a l'énergie pour influencer ou pour créer, mais elle ne l'utilise pas. Donc création de tension, et l'homéostasie le pousse à t'agresser pour se libérer de sa tension. Hein, toujours dans la dispersion calorique de ses testicules. Voilà, hein, c'est le terme exact, je répète, la dispersion calorique de ses testicules, qui se transforme en menace de mort. De l'énergie contenue dans ses bourses. C'est en fin de compte des gens qui ne peuvent pas agir dans la vie, qui se sentent des victimes, et leur seul moyen d'action et d'agir, c'est de s'insulter les uns les autres, de dire je vais te tuer. En fin de compte, c'est tout simplement du mal-être et de l'énergie qu'ils sont incapables de générer dans la vraie vie pour construire leur vie parce qu'on les empêche de se réaliser. Il y a un moment ou un autre, en fait, c'est quand il n'y a pas une réalisation par l'entrepreneuriat ou l'action réelle, c'est pas possible de tenir cette position de commentateur à vie. Il y en a beaucoup pour qui le jeu, un petit peu, n'est que du commentaire tout le long, et ça fait des années qu'ils commentent sans produire, et le commentaire sans production rend fou. Ouais, ça rend fou. Ah bah, faut agir. La vie, elle est faite pour agir. Si tu n'agis pas, tu passes à côté de la vie. Parler de la vie, lire, ça va un temps. Mais maintenant, il faut bouger. Tu vois, il faut se bouger le cul. Et le danger aussi, c'est que quand on n'est que dans le commentaire, notre seule source d'influence va être le nombre de vues qu'on va faire, c'est-à-dire le nombre de personnes qui nous accordent de l'attention. Et la facilité, c'est que quand on est dans la destruction par le commentaire, donc le clash, c'est évident que de manière énergétique, ça va être le plus efficace. Ça va être ce qui va nous attirer le plus d'énergie, qui va nous permettre de collecter rapidement. Si tu as remarqué mes chaînes, je refuse de faire du clash. Moi, je n'insulte pas. Moi, c'est de l'analyse, donc j'ai tout le temps une façon d'aborder les choses d'une façon très très froide et ce sont des programmations génétiques générées par des réflexes conditionnés acquis par leur éducation, leur confrontation au monde, si tu veux. Et j'apprends aux gens justement à comprendre le monde, l'analysant pragmatiquement pour justement pouvoir le maîtriser, comprendre son animalité pour la maîtriser, accepter de savoir qui l'on est, accepter de savoir qu'en fin de compte, on ne maîtrise rien du tout. Tu vois, à partir de ce moment-là, à partir du moment où tu prends conscience que tu ne maîtrises rien, c'est là où tu peux commencer à peu près à maîtriser les choses.
Je vois bien, et en matière de sexe, c'est vraiment pareil. Dès qu'on prend conscience des conséquences de son appartenance sexuelle, je te parle de son identité masculine ou son identité féminine, dès qu'on prend conscience de ça et de comment ça fonctionne, ça soulage. Après, on peut décider d'aller contre sa nature et de sortir de son animalité pour devenir civilisé, mais au moins ça devient une décision consciente. Tu sais, on n'est pas dans cet aveuglement de ne pas comprendre les tiraillements internes qu'on subit. Parce qu'un mec qui n'a pas conscience de son animalité en tant qu'homme et qui essaye d'être civilisé, ben il est en souffrance, en fait, il est en souffrance et dans l'ignorance. Il comprend pas pourquoi ça fait mal, pourquoi c'est une torture, pourquoi la frustration. Il comprend pas, il se sent seul au monde. Alors que dès qu'il comprend, bon, déjà, il y a un gros soulagement. Et après, par la compréhension, il y a une possibilité de travailler sur soi-même pour sortir de la douleur. Non, et puis maîtriser, et puis quand tu comprends qui tu es, t'arrives pas forcément à te changer. Parce que là, le grand mythe, c'est de dire à quelqu'un, en coach de rencontre, les mecs qui t'apprennent à séduire les femmes, le grand problème, c'est que la plupart des mecs qui vont là-bas pensent qu'ils vont changer. Tu vois, pensent que... alors qu'en vérité, là, tu es tellement programmé d'une certaine façon que ça va être très dur de changer qui tu es. Mais... c'est une certitude. Par contre, en sachant qui tu es, comment tu fonctionnes, tu vas pouvoir éviter des chemins qui vont être mauvais pour toi, tu vois, ou des filles qui vont pas être bonnes. Tu vois, quand tu sais comment tu fonctionnes, tu vas éviter certaines situations. À dire à un mec, il faut que tu fasses comme un mâle alpha, s'il n'est pas un mâle alpha, s'il n'a pas un taux testo élevé, s'il n'a pas cette mentalité de sauter sur les femmes, la femme va le ressentir. Ah ouais, ça ne fonctionnera pas, ça sonnera faux quoi. Et le mec sera en souffrance totale pour produire un résultat qui de toute façon est inefficace puisque ça sonne faux. Tu sais, regarde, moi je disais Tolstoï. Tolstoï, Les Guerres épais, c'est un chef-d'œuvre. Là, je le lis 2 fois. Et Anatole, c'est l'homme à l'état pur. Tu sais, le mec qui a une bite dans la tête et qui pense qu'à sauter les filles. Et c'est instinctif chez lui. Et les femmes le ressentent et s'offrent à lui parce que ça. Il est con comme là, il est con. Il est bête, mais il est beau garçon. Il sait qu'il plaît aux femmes et c'est instinctif chez lui. Il a un taux de testo élevé, il est là. Et il va draguer la petite jeune, la petite Natacha, qui a fait une promesse à son fiancé, comment s'appelle, au prince André, qui est amoureuse d'elle, mais c'est plus fort, elle ne peut pas résister à cet homme, ce mâle, comme dirait notre ami, comment il s'appelle, Stéphane Edouard, ce mâle, ce H, tu vois, totalement H, qui lui va avec sa bite dans la tête, à la place du cerveau, aborder la nana, et la nana sent qu'il est plein d'énergie, donc elle sent le bon reproducteur, elle sent instinctivement qu'elle pourra aller avec un homme et sa progéniture sera une progéniture énergique qui fera plein d'enfants. Tu comprends? Ça c'est typique, mais tu peux pas transformer un mec qui est pas comme ça en ce type d'homme. Tu peux lui dire, utilise ta force, utilise l'endroit où tu es bon. Tu vois? Moi je sais que par exemple, j'avais aucun succès avec les Françaises, aucun. J'y arrivais, bonjour mademoiselle, vous me plaisez. Bon, elles me dégageaient toutes. Bonjour, je faisais un sourire, bonjour, je peux discuter avec... je me faisais dégager. Tu vois, bonjour, hein, ça va, dégager. J'avais une sexualité qui était réduite à rien. Sauf que quand j'étais jeune, les filles de l'Est sont arrivées. Tada! Et moi, en affaires et en business, en relation avec les hommes, j'ai aucun problème, je fonce. Avec les femmes, j'y vais, les Françaises me repoussent. Pour elles, je suis pas inséré dans le milieu social français, donc je vais être repoussé obligatoirement parce que je n'ai pas d'insertion sociale et c'est très important d'être inséré socialement, de représenter quelque chose qu'elles connaissent. Chez les Russes, c'est différent. La Russe, elle va regarder ta puissance énergétique. Oui. Elle va pas regarder dans quel milieu t'es. Il n'y a pas de milieu en Russie. Il y a des bandes de copains qui réussissent, des mecs énergétiques qui prennent la place des autres. Qui montent, il y en a qui montent, il y en a qui descendent. Donc elles ont tout intérêt à se mettre avec un mec énergétique qui va monter, qui va les nourrir. Le temps que ça durera pour avoir un enfant. Et à ce moment-là, j'ai eu les Russes. J'ai eu les plus belles Russes. Les mecs étaient jaloux parce que le Français, il arrivait en mentant. Là, bonjour mademoiselle. Il dit, mais qu'est-ce qu'il a à me sourire, ce connard? Qu'est-ce qu'il a à me mentir? Qu'est-ce qu'il a à me faire une cour travaillée, formatée? Non. La Russe, ce qu'elle veut, c'est bonjour mademoiselle. Tu te plantes devant elle, tu la regardes. Elle s'assoit, elle te regarde. Tu vas, tu la regardes, bonjour, ça va? Oui, je te trouve bien, je peux te payer un verre. Je fais ça dans la vie, voilà, je gagne tant. Je fais tel boulot. Et toi, tu fais quoi? Tu te présentes, tu te vends, tu vois, avec une Russe. Tu vends ta capacité énergétique et ta capacité de la protéger, de la nourrir. Ah ouais, t'es intéressant, toi, dis-moi, c'est bien, mais tu bosses dans quoi? Ah ouais, putain, c'est super. Et là, la nana s'intéresse comme un petit mec
à ce que tu es énergétiquement. Et pas que, elle a un petit peu besoin de la forme, c'est-à-dire qu'il faut en même temps lui montrer que tu as un peu d'éducation et que tu te comportes de manière courtoise, et ce qui est apprécié, elles te prennent pas pour un con quand t'es courtois. La courtoisie pour une Russe, c'est pas la courtoisie pour un Français, si tu veux. Tu vois. La courtoisie pour une Russe, c'est de lui payer un restaurant cher, tu vois, ou de lui porter le manteau sur les épaules, ce qu'un Français fera pas. Ouvrir la porte et mettre le manteau. Le Français, lui... Voilà, le Français, il va sortir de l'humour, il va parler de sa fac, t'as fait ça, il va raconter son voyage chez les plus pauvres que lui pour montrer qu'il a une petite place sociale, mais il va jamais l'indiquer réellement, il va jamais dire, moi je gagne tant, j'ai ci, j'ai ça. Le Russe, lui, il arrive, bam, je gagne ci, je gagne ça, c'est bam, je suis Russe, voilà, je fais ça. Maintenant, il porte le manteau, il met le manteau, et puis il va au resto, et puis c'est solmenière et qui est royal, pour montrer qu'il peut payer. Dès le début, il va annoncer, voilà, j'apporte ces ressources énergétiques et je te protège. Sécurité. C'est tout. Sécurité. Et si le Russe fait partie un peu des esthètes, en plus de la sécurité, il va lui annoncer, et en plus de te protéger, je vais te rendre heureuse. C'est-à-dire faire preuve de gentillesse, un peu d'humour, on va rigoler, de temps en temps on partira en vacances ensemble. Et là, mais c'est le jackpot. Le mec qui arrive avec la sécurité plus les bonnes émotions, il a celle qu'il veut. J'ai bien baisé. Quand j'étais jeune. Ah oui, parce que je voyais les Français qui avaient aucun succès avec les Russes, parce qu'ils mentent. La Russe, elle aime pas qu'on lui mente. Elle aime pas qu'on lui raconte. Elle déteste ça. En fait, quand tu fais ça avec une Russe, t'as l'air d'un pédé. T'as l'air d'un pédé, voilà. Et moi, j'arrive très primaire avec mes grosses mots de bonjour. Je peux vous payer un resto, seule meunière qui est royale, d'accord, c'est un peu cher, mais t'es belle et t'es sympa, ok. Tu vois. Et ça marche. Et les autres, ils étaient là, ils disaient, mais qu'est-ce que c'est que ce mec? Et j'arrivais, et moi, ça marchait. Je disais, c'est pas possible. Et les autres, ils arrivent, parce que oui, moi, je suis un mec qui me débrouille tout seul, tu comprends? Je suis un mec qui est parti de rien, qui a réussi à se réaliser tout seul. Je veux dire, à 33 ans, j'étais RMiste à 27, le dernier RMI, c'est 30 ans. À 33 ans, j'avais la grosse 4x4 et puis la grosse baraque. Tu comprends? Je suis passé de RMiste au mec qui avait de l'argent. Et pour en revenir aux dragueurs, leur truc est terrible parce que ça s'adresse à des Françaises, et la Française, si t'arrives avec un vrai résultat, c'est-à-dire je vais te protéger et je vais te rendre heureuse, c'est un peu trop brutal. Elle réagit en conflit, elle est là sur la défensive en disant non, mais je suis capable de me protéger moi-même, je suis capable de gérer mon bonheur moi-même, je n'ai pas besoin de toi. Ouais. En fait, dès que tu vas dire que tu as réussi et que tu es là pour offrir ce que tu as, elle te voit comme un concurrent, comme un putain d'ennemi. Enfin, les dégâts du féminisme, quoi. Et en Russie, non, ça se passe pas comme ça. Et ce qui est terrible, c'est que tous les mecs qui vont encourager les hommes à faire du développement personnel en France et en leur disant « le développement personnel va vous permettre d'avoir les femmes que vous voulez », c'est faux. Ça ne marche pas avec une femme dont le cerveau est infesté par le cancer du féminisme. C'est un échec. La femme va vous punir pour être meilleure qu'elle, au lieu d'accepter vos bienfaits. Et ça marchera que avec des filles encore féminines, qui ne se trouvent pas que dans les pays de l'Est. Hein. Tu vois, en Amérique latine, en Afrique, en Asie, il y a quand même des pays où il reste des femmes. Ça existe encore. Et même en France, si tu cherches bien, il reste des femmes qui sont pas contaminées. Il reste des femmes de valeur. Faut bien chercher. Faut super bien chercher. Faut être motivé. Ça va être dur. Ça, c'est un chantier, mon gars. Faut être bien accroché, c'est sûr. Mais en gros, le développement personnel ne suffit pas. Il faut aussi avoir récolté un peu de temps libre et d'argent pour partir dans un pays où reste de la femelle de qualité est disponible et aller présenter ses résultats devant des femelles qui vont être ouvertes, tu vois, qui vont accepter de recevoir tous ces bienveillances masculines. Autrement, t'as des mecs qui s'adaptent à la féministe, j'en connais. J'étais à la salle de gym et là il y avait un petit juif et il était sympa. Il avait vraiment le look de métrosexuel efféminé. Il s'entraînait avec sa petite mèche et tous ces trucs. Et au début, je croyais que c'était une bande de gays, tu vois, je croyais que c'était des gays. Et je discute avec le mec, et je dis, c'est marrant ce look que vous avez. Il me dit, non, je vais t'expliquer. Si t'es pas comme ça, tu plais pas aux filles. Donc, comme j'ai envie de baiser, j'ai envie d'avoir des copines, je me fais un look de métrosexuel, et je fais le mec efféminé. Et comme ça. Au moins, le mec est lucide. Au moins, comme ça, je peux me. Le mec, j'étais là, putain, on dirait un gay. Il est complètement efféminé, mais lui était lucide. Tu vois? Et je préfère ça à une fiotte soumise qui sait même pas pourquoi il fait ça, mais par instinct, il a compris qu'il y a que dans la soumission qui se ferait pas trop bouffer et qui tirerait sa crampe, mais qui sait pas, tu vois. Au moins, celui que tu décris. Ah, il était génial. Et après, il s'est transformé parce qu'après, il s'est mis à faire de la muscu, puis on voyait qu'il avait un fond viril derrière lui. Et
il est passé de métrosexuel à un fou furieux qui s'entraîne avec une belle ligne et qui pousse, tu vois. Et c'est marrant, tu vois, parce que cette volonté qu'il avait d'être capable de maîtriser son mental, ben, il l'a mis dans la maîtrise de son physique aussi. Mais après, tout est histoire de choix stratégiques d'investissement. C'est-à-dire, tu peux faire un investissement sur une adaptabilité et devenir un métrosexuel demi-fiotte pour essayer de lever de la féministe qui se laisse pousser des poils sous les bras et te casse les couilles sur tout et n'importe quoi. Ou tu peux choisir de faire l'investissement, de prendre ton temps disponible pour aller à la chasse à la femelle féminine, là où elle se trouve, quoi. Et il faut voir, ça se vaut, hein. Il y a des mecs, ils veulent pas partir à l'aventure, ça les fait chier. Ils veulent chasser du produit local. Et pour cela, la transformation en demi-fiotte est peut-être intelligente. Oui, c'est pas con, hein. C'est une façon de transmettre la vie. Mais il y a des gens qui peuvent pas. Faut voir les bilans, faut voir le bilan comptable. Il y a des gens qui peuvent pas. Moi, en me transformant en demi-fiotte, je pourrais pas. Je suis pas quelqu'un d'extrêmement viril, si tu veux. J'ai pas ce... Bah, t'as la moustache, putain, t'as une moustache. J'ai la moustache pour que les mecs se souviennent de moi, si tu veux. C'est une façon mémotechnique de dire « Ah, c'est de Lavier », tu vois. Pour avoir le pouvoir... des fois, c'est intéressant d'avoir un petit signe technique pour que les gens se souviennent de toi. La moustache, on sait très bien que c'est un des signes qui permet des fois d'accéder au pouvoir suprême. Tu vois. Voilà. Il y a eu des moustachus célèbres. C'est des blagues. Non, on les connaît tous. Mais j'ai porté la moustache pendant un temps. Pendant l'époque où je faisais le spectacle sur Jean-Claude Van Damme, je portais la moustache. Et c'est un très bon souvenir, j'adorais ça. Le truc, c'est que ça marche qu'avec des cheveux. Après, j'ai perdu mes cheveux. Ouais. Et quand t'es chauve et que tu portes la moustache, t'as tout de suite le style du célèbre prisonnier dont j'ai plus le nom. Tu sais, il y a un fou furieux, il y a eu un film sur lui. Et c'est pas le serial killer ? Ouais. Ah oui, non, faut éviter. Je me souviens plus. Ouais, c'est Bronson quelque chose. Et ce mec-là, c'est le seul, un mec un peu célèbre, rasé avec une moustache. Et dès que tu te fais ce style, tu ressembles à Bronson, quoi. Ouais, c'est pas top. Vaut mieux le style Jason Statham, tu vois, barbe un peu mal rasée, crâne dégarni. On est pas mal sur le créneau, quoi. Et jamais sourire. Statham, il sourit pas tout le temps. Ouais. Non, moi je souris. T'as des mecs connus, t'as à Budapest, pas loin de là où t'habites, t'as Mike Angelo, qui est un acteur porno très connu, je sais pas si tu vois. Oui, je crois, je le connais pas. Pareil, mais... il a le crâne rasé, et ce mec-là, je lui fais une dédicace, c'est un de ceux qui m'a vraiment encouragé à porter ce style capillaire. Ah ouais. Il a des tatouages, non ? Ouais, il a plein de tatouages, ouais. C'est lui qui a plein de tatouages ? Ouais. Ça par contre, c'est pas mon délire, les tatouages. Je me suis jamais fait tatouer, je sais pas pour toi. T'en penses quoi des tatouages ? C'est pas intéressant, imagine que t'as un problème avec la justice et que tu dois fuir, c'est tout le temps une marque, un truc de reconnaissance, quoi. Vaut mieux éviter, quoi. On sait jamais ce qui peut arriver, hein, tu sais, le monde change, si t'es survivaliste, tu vas éviter de te mettre un signe qui permettra aux autres de te reconnaître. Oh, les risques sont faibles, mais on va quand même éviter le tatouage, quoi. Après, maintenant, c'est à la mode, c'est un signe d'appartenance au groupe, c'est pour montrer que tu fais partie du groupe et que tu es intégré dans la société moderne. C'est pour montrer que tu fais partie des esclaves rebelles. C'est ça, des moutons uniques, des clones uniques. Voilà, c'est ça. Non, je rigole, et puis il y a des gens qui aiment bien se faire des beaux tatouages, j'en ai vu des très beaux. Il y a des gens qui considèrent le tatouage comme de l'art et qui aiment mettre leur vie sur eux. Hein. Bon, des fois, je suis en doggy style derrière une copine bien tatouée et il y a des jolies choses sur les dos. Alors, doggy style, pour les gens qui me suivent et qui ne sont pas forcément au courant, c'est-à-dire c'est la levrette, hein, c'est ça. Hein. C'est un en fait, c'est la recherche d'évacuation calorique en se plaçant derrière le cul de la femelle, à genoux ou debout ou accroupi, en position de squat. T'es en position de squat. Ah, c'est mieux ça. Les mains bien arquées sur les hanches de la partenaire. Ouais. Et là, tu galopes. Et ça permet d'avoir une éjaculation une jouissance très intense pour l'homme, j'ai remarqué. Effectivement. Parce que quand j'étais jeune et que je faisais l'amour, je me souviens, c'était une des positions où j'avais le plus de plaisir. J'aimerais faire un petit break de 3 minutes pour aller pisser un coup et te relancer sur un dernier sujet pour conclure. Ok, d'accord.